Derrière la montagne habitent également des gens. Sois humble, tu n'as rien inventé ou pensé qui n'ait déjà été pensé ou inventé par d'autres. Et si cela t'arrivait, considère que c'est un présent qui te vient d'en haut et qu'il te faut le partager avec autrui. Cette fois, ça y est, nous allons enfin terminer cette démonstration. Il se peut que pour certains d'entre vous, ce qui a été proposé et expliqué précédemment était évident et soit apparu quelque peu simpliste ou redondant. Mais j'ai essayé de rendre tout cela accessible à toute personne suffisamment curieuse et intéressée, même peu férue de maths. Et puis, j'ai tenté de donner du sens aux deux grands principes de la mécanique de la démonstration, les cas restants et le « ça ne peut pas ne pas être » au moyen d'exemples concrets relativement simples. Mais maintenant, revenons à nos chaussettes. Les ingénieurs de Socketland ont prévu 2 lignes de production simultanées qui feraient sortir les chaussettes par paire. Mais ils eurent beaucoup de mal à synchroniser les machines. Les premiers essais, effectués sur des lots de 2 x 15 chaussettes, furent catastrophiques. Aucune paire de couleurs assorties dans 8 configurations différentes. Ils constatèrent néanmoins que, quelle que soit la désynchronisation, les machines sortaient toujours 3 paires de blanches. Après quelques essais, ils arrivèrent à synchroniser les oranges de 2 façons différentes et observèrent que, dans ce cas, il y avait d'office 4 paires de blanches. Puis ils parvinrent à synchroniser les bleus, et là, dans les 4 tests qui produisaient ce résultat, le nombre de paires blanches grimpa à 6. Enfin, quand les réglages permirent de tout synchroniser, ils retrouvèrent la même distribution de paires que pour une ligne unique, 5 bleus, 2 oranges et 8 blanches. Ouf! Mais la directrice, toujours avide de comprendre, se demanda comment il se faisait qu'il n'y avait jamais moins de 3 paires de blanches. Vous aurez noté l'étroite parenté entre les lignes de chaussettes et celles du fameux tableau. Et moi aussi, j'ai voulu comprendre comment cela fonctionnait. Mais pour y parvenir, il fallait s'intéresser aux espaces et non aux cases. Je m'explique. Dans le tableau, j'étais obnubilé par la mécanique des cases, comment leur superposition variait selon les variations de D. Mais en réalité, ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble des 2 cases, ensemble que j'ai nommé espace. En effet, dès qu'une des cases est occupée par un hybride quelconque, l'espace est en quelque sorte contaminé et ne peut plus avérer la conjecture. Qu'une case soit colorée, peu importe ce que contient l'autre, on peut éliminer l'espace, ce qui sera symbolisé par un F rouge. Et il m'a fallu du temps pour réaliser que ça fonctionnait tout simplement de la même manière que pour une seule ligne, selon le même principe des cas restants que nous avions utilisé pour dénombrer les nombres premiers précédemment. La seule chose variant étant la proportion des places occupées par les différents hybrides. Il faut d'abord réaliser que pour que les multiples d'un premier se synchronisent en I et I', il faut que D, le nombre pour lequel on vérifie si la conjecture est avérée, soit un multiple de ce premier. Comme ce n'est pas trop compliqué à comprendre, je vous laisse vérifier et trouver pourquoi. Donc si D est un multiple de 3, tous les multiples de 3 en I et I' coïncideront. S'il est un multiple de 5 mais non de 3, ce sont les multiples de 5 qui coïncideront. Et s'il est un multiple des 2, donc de 15, les 2 coïncideront. Et s'il n'est un multiple d'aucun des 2, ni les multiples de 3, ni les multiples de 5 ne se synchroniseront.
Ce principe reste toujours valable, par exemple si D est multiple de 7 et 11 mais d'aucun autre premier, comme 308, seuls les multiples de 7 et de 11 se synchroniseront dans les deux lignes I et I'. Observons maintenant comment ce phénomène associé au principe des cas restants s'applique au fameux tableau présenté fin de l'épisode 3. Ce tableau est constitué d'intervalles de 15 espaces consécutifs au sein des lignes représentant l'ensemble des couples d'impairs dont la somme vaut différents D. Il forme un modèle récurrent de toutes les configurations possibles de répartition des H3 et H5, modèle qui se reproduit invariablement aussi bien verticalement selon les variations de D que horizontalement selon les variations de I et I'. Commençons par la ligne 1, quand D égale 150, donc multiple de 3 et de 5. Comme prévu, les multiples de 3 et de 5 coïncident, laissant 8 espaces blancs. Tout se passe comme si les paires de chaussettes n'en formaient qu'une, et le décompte est similaire à celui d'une seule ligne, comme vu précédemment, 4/5 des 2/3 des 15 espaces, soit 8, ne sont ni bleus ni oranges, et donc forcément blancs. Voyons maintenant quand D est un multiple de 3 sans être un multiple de 5, comme à 138. Les H3 synchronisés occupent toujours un espace sur 3. Quand on les élimine, puisque ces espaces ne peuvent plus avérer la conjecture, les H5 occupent bien une case sur 5, soit 4 sur les 20 restantes. Mais comme ils ne sont pas synchronisés, chaque case occupée condamne un espace. En fait, ils prennent 2 espaces sur 5 au lieu de 1, soit 4 sur 10. Les blancs ne pourront donc plus occuper que 3/5 des espaces laissés libres, et le calcul pour les dénombrer sera 3/5 de 2/3 de 15, soit 6 espaces sur 15. Si maintenant seuls les H5 coïncident, c'est le phénomène inverse. Observons D égale 130, multiple de 5 mais non de 3. Cette fois, les H3 désynchronisés occupent 2 espaces sur les 3, n'en laissant que 1 de libre. Dans ces 10 cases constituant le tiers restant, il y en a bien une sur 5 occupée par un H5, donc 2 sur les 10. Mais comme elles se synchronisent, elles n'occupent ensemble qu'un espace sur 5, en laissant 4 libres. Les espaces blancs seront donc au nombre de 4/5 de 1/3 de 15, soit 4 sur les 15. Enfin, si rien ne se synchronise, quand D égale par exemple 142, multiple ni de 3 ni de 5, le même raisonnement conduit à un espace sur 3 laissé libre par les H3 non synchronisés, au sein desquels seulement 3 espaces sur 5 sont laissés libres par les H5 non synchronisés, ce qui laisse 3/5 de 1/3 des 15 espaces pour les blancs, donc 3 sur 15. Eh bien voilà, si j'ai été suffisamment clair et que vous avez compris ce qui précède, tout est là. Car ce principe concernant les H3 et H5 reste d'application pour tous les H impliqués selon la grandeur de D. Cela signifie qu'il suffira de dénombrer les espaces non colorés, ne contenant pas d'hybride ou si vous préférez de nombres composés, et qui nécessairement ne pourront comporter que 2 nombres premiers et donc avérer la conjecture. Cela ne peut pas ne pas être. En clair, pour dénombrer le nombre minimum de couples de premiers satisfaisant la conjecture pour un nombre quelconque D, il y a 4 étapes. La première consiste à chercher le plus grand premier P indice n dont le carré soit inférieur à D-3. Bon, évidemment, le moins 3 devient négligeable dès que D a une certaine importance. Ensuite, il faut déterminer les facteurs premiers impairs de D jusque P indice n, ou, si vous préférez, de quel nombre premier de 3 à P indice n D est un multiple. Puis il faut dénombrer le nombre total de couples d'impairs II' dont la somme vaut D, grosso modo D sur 4. Enfin, multiplier ce nombre par le produit de toutes les fractions dont le dénominateur est un nombre premier entre 3 et P indice n inclus, et le numérateur ce nombre premier moins 1 ou moins 2
selon qu'il est diviseur ou pas de D. Illustrons cela par 5 exemples concrets. Et commençons par 210. P indice n, le plus grand premier dont le carré soit inférieur à 207, 210 moins 3, est 13. 210 égale 2 fois 3 fois 5 fois 7. Cela signifie que les H3 coïncideront en I et I', mais également les H5 et les H7. Le nombre total de couples dont la somme vaut 210, de couples d'impairs bien évidemment, est de 52. Nous voyons que 210 divisé par 4 est une approximation tout à fait suffisante. Pour calculer le nombre minimum de cas avérés, nous voyons que le numérateur des différentes fractions est le nombre premier du dénominateur moins 2 quand ce nombre premier n'est pas un diviseur de 210, mais moins 1 quand il l'est. Donc par exemple, 11 sur 13 et 9 sur 11, c'est lorsque 13 et 11 ne sont pas des diviseurs de 210, alors que 6 sur 7, 4 sur 5 et 2 sur 3, c'est parce que 7, 5 et 3 sont des diviseurs de 210. Et on obtient 16,45. Ce nombre minimum est celui des cas où la conjecture ne peut pas ne pas être avérée. En vérifiant, on en trouve 19. Ce surplus tient au fameux joker. Ces jokers proviennent principalement de la coïncidence des plus grands premiers avec les premiers de fait, ceux du début, qui ont été exclus du compte par ce calcul simplifié. Et dans le cas qui nous occupe, 197 et 199 avec 13 et 11. Et accessoirement, ils peuvent provenir aussi de la relative proximité des grands H de D. Je vous invite à aller revoir le calcul précis du nombre de premiers jusqu'au 1000, fin de l'épisode 4, pour comprendre ce phénomène. Et alors de manière tout à fait ponctuelle et exceptionnelle, le cas D', lorsque D est le double d'un nombre premier, comme nous le verrons pour D égale 202 un peu plus loin. Et nous vous laissons découvrir les autres exemples au son de la variation 17 des variations Goldberg de Bach.
En dus het is af. Voilà, nous en avons fini. Enfin, pas encore tout à fait. La formule révélée fin de l'épisode 2 est donc celle qui concerne les configurations les plus défavorables. Celle où D n'est multiple d'aucun des premiers inférieur à P indice N. Ce plus grand premier limite dont le carré est inférieur à D-3. C'est une des autres raisons pour lesquelles cette formule générale exprime une proportion minimale des cas avérés pour un D quelconque. Car si D est multiple d'un de ces premiers, cette proportion augmente, et parfois considérablement, et forcément le nombre de cas également. Il nous reste à démontrer que cette formule reste d'application jusqu'à l'infini, et d'autre part que globalement, le nombre de cas avérés de la conjecture augmente à mesure que D croît. Mais cela, ce sera pour la coda, l'épisode 6, qui paraîtra d'ici quelque temps, car j'y répondrai en même temps aux éventuelles observations, objections, demandes de précision dont vous m'auriez fait part via les commentaires. Rendez-vous donc pour cet épilogue.